Nigeria is among the 30 high TB burden countries due to limited Le access. Nigeria fait partie des pays qui ont le plus grand fardeau de tuberculose parce qu'il y a peu de services de diagnostic. Mais avec un soutien du SID, National TB Program, et d'autres partenaires, Achille Bamar peut mettre en place des diagnostics rapides dans les endroits les plus éloignés du Nigeria. Il est sur le terrain à sauver des vies en utilisant les différents systèmes et grâce à une détection aidée par ordinateur ou l'IA. C'est ma responsabilité de prendre l'examen en termes de position du patient et ensuite de collecter ces données. Avec Cat4TB, il nous aide, nous sommes vraiment aidés parce que ça peut détecter la tuberculose à ses étapes les plus précoces. Nous avons une carte de chaleur qui peut montrer les différents patchs autour de la région qu'on doit regarder. On le voit, c'est ma communauté, mon peuple, donc pour moi, c'est un rêve. Je veux leur rendre ma santé en faisant ce travail. C'est ma passion. Je veux suivre ma passion. Hello all. Bonjour à tous. Bienvenue au premier webinaire de Delft. Je suis Cassia et je suis votre hôte aujourd'hui. D'après le rapport Global TB, à peu près 10,6 millions de personnes ont développé en 2022 la tuberculose. Et malheureusement, la tuberculose a causé 1,3 million de morts la même année. Ces nombres montrent vraiment l'urgence de ce sujet et ont le besoin d'avoir un traitement pour tous. Avec cela à l'esprit, nous allons parler aujourd'hui de la radiographie numérique et le CAO en action, l'impact réel sur les programmes de lutte contre la tuberculose. Aujourd'hui, mon collègue Florent Geert et moi serons rejoints par des orateurs invités qui sont professionnels et qui ont utilisé tous ces programmes. Avant de les introduire, nous allons noter quelques petites instructions. Ce webinaire est interprété de manière simultanée en français, espagnol, russe, arabe et ourdou. Pour écouter votre langue, cliquez sur le bouton Interprétation et sélectionnez la langue de votre choix. Également, ce webinaire se terminera avec une session de questions-réponses. Donc, je vous demande à tous présents de mettre vos questions dans la section questions-réponses. Nous pourrons ensuite y répondre et discuter à la fin avec les panélistes. Vous aurez bien sûr une copie de toutes les questions-réponses à la fin. Sans attendre, donc je vous présente nos orateurs à la diapo suivante. Nous avons Mr. Julius Turmoine, qui est expert de Lab Expert et personne de contact pour la connectivité de NTLP, Ouganda. Nous avons Dr. Jean-Pierre Kabouai, qui est expert en surveillance épidémiologique de la tuberculose, du ministère de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévention du République démocratique du Congo. Nous serons également rejoints par M. Sohail Zadiki, responsable national de Omnitech au Pakistan. Et le dernier, mais pas le moins important, nous avons Dr. Adil Tahir, directeur du programme de lutte contre la tuberculose Mercy Corps, Pakistan. Sans attendre donc, j'invite Florent à présenter. Florent, à toi. Merci. Merci Katia, merci. Je suis content de faire cette introduction à ce webinaire. Je suis très content. Je remercie tout le monde, tous nos orateurs et tous ceux qui organisent cette session aujourd'hui parce que je sais que c'est une semaine très chargée avec l'Assemblée donc de la santé mentale mondiale en ce moment avec l'OMS. Donc merci à tout le monde de prendre ce temps pour cette session.
Le thème donc de l'Assemblée nationale de la santé, c'est la santé pour tous et tous pour la santé. Je pense que c'est intéressant par rapport à ce sujet, donc de rendre la santé, le soin à la santé disponible pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur vie à cause de la tuberculose. C'est un aspect donc sur lequel nous nous concentrons dans notre organisation et quelque chose pour lequel nous travaillons pour amener un soin de santé de qualité aux personnes. Next slide, please. And we do this in various countries Nous around the faisons cela dans world. différents pays dans le monde. Nous voyons ici particulièrement l'intérêt qui est présent sur les rayons X portables, passifs de transport ici aux Philippines. Nous le voyons également en Thaïlande et en Syrie. Notre diapo. Même chose ici au Tadjikistan, également en Nigeria, avec une équipe qui est présente et également en Ouzbékistan. Et nous voyons à nouveau, lorsqu'on parle particulièrement des parties donc portables des rayons X, le sac à dos qui est présent ici, nous voyons cela de plus en plus disponible et présent dans ces pays. C'est pour ça qu'il est important d'avoir ces sessions pour partager la connaissance des différents orateurs, comment est-ce qu'ils l'utilisent dans différentes langues ou alors différents environnements, dans différents pays, pour que d'autres puissent bénéficier de leur expérience. Parce que dans la diapo suivante, nous pouvons voir ici qu'il y a beaucoup d'organisations qui débutent tout juste avec l'utilisation de certains de ces systèmes rayons X digitaux. Certains commencent avec 1, 2 ou 5 systèmes, mais beaucoup d'entre eux ont des partenaires ou des clients dans le monde et donc ont eu beaucoup d'expérience, construit beaucoup d'expérience en travaillant avec ces systèmes depuis longtemps et commencent donc à utiliser de manière importante. Par exemple, nous avons une étude de cas ici qui a donc au Nigeria, donc nous avons 200 rayons X portables Delphi, 200 installations. À travers ce webinaire, nous voulons vous donner un peu une explication de comment est-ce que ces différents systèmes fonctionnent. D'après nos différents partenaires, on verra un petit peu également de notre côté. La manière dont nous organisons cela, c'est que les différents éléments sont disposés en 8 lots, par exemple. Nous essayons de le mettre en place dans les différents lots pour le transport, dans différents endroits, les différents transports dans le pays, et en fonction, afin qu'ils puissent se préparer pour la formation, l'installation, etc., qui va se passer peu après le déploiement. Amener donc le nombre de personnes nécessaires, que tous soient bien mis en place. Le projet dans ce cas, et qui est soutenu donc par Delflight Imaging au Nigeria, ont un bureau local qui va aider pour aider CAD4TV. Et ce cas a été implémenté par une seule agence d'approvisionnement, mais il y a également certains cas où nous travaillons avec plusieurs agences d'approvisionnement dans un même pays pour mettre en place ces solutions. Par exemple, au Pakistan, récemment, à la fin de l'année dernière, nous avons commencé à déployer 104 Delflight radiographes hypographes portables et 57 mobiles que nous utilisons dans un cadre d'urgence. 161 sites d'installation qui ont CAD4TV, l'intelligence artificielle, ce programme d'intelligence artificielle. Nous travaillons avec donc plusieurs agences d'approvisionnement sur place en même temps qui le déploient de manière simultanée et nous avons également des partenaires locaux sur le terrain Omnitech. Ici à droite, on pourra partager par la suite également, mais vous pouvez voir ceux qui sont intéressés dans nos agences donc, de déploiement qui gouvernent également le projet et qui met en place et qui a été implémenté par exemple au Pakistan. Je suis très reconnaissante également aujourd'hui aux différents orateurs, y compris nos orateurs du Pakistan, Aidil et Soril, qui pourront vous donner un peu plus d'idées sur comment est-ce que ces projets sont implémentés
d'après la vue donc, de Mercy Corps, de ceux qui l'implémentent sur le terrain, et également nos partenaires sur le terrain et comment est-ce qu'ils approchent l'installation et la formation. Je pense que lorsque nous parlons ou que nous regardons vraiment l'impact de la solution, il est bon de réaliser que beaucoup de l'impact que nous pouvons avoir pour ces types d'innovations sur le terrain se passe en fait après la livraison initiale. Parce que bien sûr, premièrement, il faut amener la bonne solution sur le terrain. Que ce soit qu'il faut qu'il y ait un rayon X portable ou non mobile. Il faut travailler ce qu'il faut travailler avec l'intelligence artificielle. Bref, il faut savoir bien sûr cela. Et ensuite, on commence avec la formation. Il faut le faire avec de bons soutiens de services. Nous organisons particulièrement pour DevLight 3 fois par an une petite formation pour remettre à niveau en différentes langues. Elles sont traduites et les personnes peuvent être présentes de tout le monde pour suivre cela parce que bien sûr, ce qui se passe dans beaucoup de cas dans les projets, c'est que les personnes pensent à une formation qu'on fait une fois qu'on reçoit ce nouvel outil, mais les personnes ne pensent pas à qu'est-ce qui se passe lorsque de nouvelles personnes rejoignent, que ce soit le ministère ou alors que ce soit les ONG qui sont en charge. Il nous faut également former ces personnes. Donc, c'est vraiment ce que ces formations de remise à niveau. Elles sont là pour ça. Nous avons 2 contrôles préventifs par an. Les personnes sont donc présentes et nous le traduisons également dans différentes langues. Et en fait, nous les aidons à travers des processus donc, de résolution de problèmes. Il y a également automatiquement un formulaire, un document qui est écrit à la fin pour que cela puisse aider les personnes sur place. Nous faisons donc un e-learning, apprendre au niveau du produit, par exemple. Si vous êtes nouveau au produit, si peut-être vous y arrivez en tant que radiographe ou spécialiste. 1 an après la livraison initiale, il y a également un e-learning mis en place sur comment fonctionne le programme, qu'est-ce qu'il faut faire attention. Et récemment, nous avons lancé une nouvelle formation e-learning, particulièrement sur l'interprétation des images radiographiques pour construire les capacités sur le terrain, particulièrement sur l'interprétation des images radiographiques pour la tuberculose. Donc, nous devons nous concentrer sur construire donc de bons soutiens, une bonne capacité. Nous sommes vraiment conscients d'avoir aujourd'hui Jean-Pierre de la DRC pour parler comment est-ce qu'ils ont implémenté ces différents systèmes, les nouveaux outils à travers le projet NTP, l'UNTP qui a été utilisé avec l'USAID. Parce que bien sûr, c'est la partie la plus importante parce que pouvoir soutenir ce type de système dans la capitale, c'est quelque chose, mais il y a également les systèmes portables sont faits pour être implémentés dans des endroits plus éloignés, plus difficiles d'accès. Et le soutien est alors nécessaire. C'est facile toujours à mettre en place, mais il faut regarder ces formations ensemble dans un webinaire comme aujourd'hui pour partager et voir comment nous pouvons bénéficier de cela. Et la dernière partie, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire une fois que ces systèmes sont mis en place dans un pays, par exemple. J'ai pris l'exemple de l'Ouganda avec Julius qui est là aujourd'hui et qui va parler un peu plus tard de comment lier et d'intégrer les différents systèmes de surveillance radiographique aux systèmes de surveillance nationaux qui sont déjà en place. Ça, c'est également quelque chose où nous pouvons avoir un impact additionnel en tant qu'implémentateur dans ces projets, même après la livraison. Parce qu'en liant ces différents systèmes, aux systèmes qui existent déjà dans le pays, nous pouvons avoir des vues meilleures sur où nous pouvons mettre en place les systèmes, où les problèmes peuvent être expérimentés. Donc, nous grandissons l'impact que nous pouvons avoir. Et l'impact est principalement présent après la livraison initiale. Nous faisons cela en lien avec beaucoup de partenaires, bien sûr, sur comment nous améliorons. Et cela est basé sur le retour que nous recevons de nos clients, bien sûr, dans tout le monde, que ce soit sur les sites donc, de Rayon X DevLight ou alors sur 440B et la partie de l'intelligence artificielle. Ces mises à jour, particulièrement sur 440B, ces améliorations sont faites et rendues disponibles à tous ceux qui ont ce système donc, de 440B.
Donc, lorsque de nouveaux systèmes sont mis en place, les personnes ont accès automatiquement à cela. Je voulais donner un exemple ici, maintenant, d'un nouveau élément présent. La plateforme Cat4TB est maintenant disponible en 12 langues différentes parce que nous avons vu, bien sûr, que dans beaucoup de cas, l'anglais est préféré ou une langue disponible, mais dans d'autres environnements, ce n'est peut-être pas le cas, particulièrement pas pour les utilisateurs qui travaillent dans des endroits reculés. Alors, bien sûr, il est utile de pouvoir interagir avec la plateforme dans votre langue maternelle. J'ai mis ici en bas le russe disponible. On a le Barça, l'Indonésie, le français pour pouvoir travailler avec ces versions localisées. Ce sont des choses donc sur lesquelles nous travaillons et nous avons amélioré d'après nos retours de nos clients et avons rendu disponibles ces choses. En tant qu'introduction donc au sujet d'aujourd'hui, à la fin en fait, le but c'est vraiment comment atteindre un impact en utilisant ces systèmes. Et c'est quelque chose où nous jouons vraiment un rôle en tant que fournisseurs et développeurs de ces systèmes Rayon X et DIA. Mais nous nous concentrons principalement sur nos partenaires, sur le travail que eux peuvent mettre en place sur le terrain. Et leur retour, votre retour également aujourd'hui est important. Ça n'a pas de valeur tellement nous en avons besoin pour les projets futurs. Ils nous donnent un vrai impact. C'est vraiment donc le but de continuer à s'améliorer à travers toute cette cascade d'implémentation que nous pouvons voir à partir de la livraison. Pour pouvoir construire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus en termes de services, de maintenance, pour aider votre installation sur le terrain. Donc, on remercie vraiment nos orateurs qui ont pris du temps dans leur semaine très occupée pour être présents. Et je vous reverrai dans la session questions-réponses à la fin. Et maintenant, je repasse la main à Katia. Merci beaucoup pour tes idées et tes solutions. C'est intéressant de voir tout ce que nous pouvons créer avec l'aide de nos partenaires sur le champ. Sur cela, je voudrais maintenant inviter notre premier orateur. Je voudrais inviter notre premier orateur, M. Julius Tomwine. Julius Tomwine est le chef d'équipe de Lab Experts et personne de contact pour la connectivité NTP-LP Ouganda. Aujourd'hui, il parlera de l'utilisation de la connectivité pour relier le dépistage par rayon X et les diagnostics de laboratoire. Sans attendre donc, j'invite Julius à présenter. Merci au modérateur. Bon après-midi, bon matin, bonsoir à tout le monde. Mon nom est Julius Tumwine. Je dirige l'équipe de développeurs et d'implémenteurs en Ouganda qui construisent une solution de connectivité en abréviation donc d'ISF. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'utilisation de la connectivité pour relier le dépistage par radiographie et le diagnostic en laboratoire. Diapo suivante. La prochaine. Alors, certaines des abréviations que vous allez voir dans la présentation sont les suivantes. NTLP, qui est le Programme national de lutte contre la tuberculose et la lèpre. NTRL, qui est Programme national de lutte contre la tuberculose et de référence. RIF, qui est rifampicine. MDR, tuberculose multirésistante. Et MWRD, diagnostic rapide moléculaire recommandé par l'OMS. Diapo suivante. Donc, premièrement, des investissements importants ont été réalisés ces dernières années dans des pays à forte charge de tuberculose pour mettre en sorte des solutions de connectivité. Et ces solutions de connectivité nous aident à utiliser et à envoyer les données numériques produites par les nouveaux instruments qui sont utilisés dans les laboratoires. Et cela nous aide pour la performance des réseaux d'instruments en temps réel et résoudre les problèmes d'utilisation et ou de maintenance, faciliter la prévision des réactifs et la gestion des stocks et regarder donc les différents résultats. Donc, c'est une priorité de l'OMS et de NTLP en Ouganda, par exemple, que tous les sites de dépistage de WDRM
dispose d'un système de connectivité de données qui transmettent électroniquement les résultats aux cliniciens et aux patients, ainsi que les données au ministère de Santé. Donc, c'est dirigé aujourd'hui par LabExpert, qui est un système basé sur le web, qui prend en charge la saison automatisée des données. Lorsque je parle ici de automatiser, ça veut dire que ça peut prendre des données sans que personne n'intervienne avec ces informations, tant que cette connexion Internet est présente. Donc, ils prennent des données telles que GenExpert, TrueNAT, Affinion, Digital X-Ray. Et maintenant, nous avons utilisé Digital X-Ray, c'est celui que nous avons rajouté. Il nous permet de contrôler l'utilisation en temps réel et de savoir quels éléments fonctionnent, quels ne fonctionnent pas, quels sont bien utilisés, lesquels ne sont pas bien utilisés, pour gérer les stocks, ceux qui n'ont plus de stock. Et nous pouvons également obtenir les résultats et les relier aux patients du traitement par l'envoi d'alertes aux patients et aux cliniciens. Ce relais automatique est important particulièrement dans les cas où nous avons, par exemple, des personnes qui nous sont référées de différents sites de diagnostic où nous avons besoin d'un centre, d'un élément centralisé. Et en tant que résultat, donc, cela nous aide à résoudre ces résultats. En termes de liaison donc, des résultats de laboratoire et de radiographie, voilà le processus, voilà comment ça fonctionne. Donc, vous avez sur votre à gauche, vous avez le rayon X. Dans ce cas, qui serait donc qui aurait 440B. Ensuite, nous avons un système central. Dans ce cas, nous avons LabExpert DS. Et ensuite, à droite, vous avez maintenant un autre système qui serait l'outil donc de laboratoire avec les experts génétiques, tout un instrument qu'ils utilisent. Ce que nous faisons, c'est que nous nous assurons d'avoir un code barre, un identifiant pour les patients. Donc, lorsque les données sont mises en place pour le patient, on a besoin d'un identifiant unique qui est ajouté au système de gestion des patients en radiologie, qui peut être mis en place s'il n'y a pas encore de système pour générer cet identifiant. Donc, lorsqu'il capture l'information, LabExpert est mis en place tant qu'il y a une connexion Internet. Et s'il n'y a pas de connexion Internet au moment où cela est enregistré, alors dès qu'il y a de l'Internet, directement, cela est connecté à LabExpert par la suite. Il y a donc un formulaire de demande et ensuite nous pouvons lier cela pour capturer cet identifiant de client unique. Donc, dès que le test est fait sur l'équipement, le résultat est importé sur le système. Les deux codes barres, les deux identifiants sont matchés et on peut montrer que cette personne qui a été testée, qui a été dépistée, voilà le résultat du laboratoire. Donc, c'est lié. Pour dire un peu ça court, il y a des exigences en matière de liaison. Il faut un identifiant unique du patient. Ça peut être un code barre ou tout autre élément. Il faut ensuite un accès à la connexion Internet pour les équipements de radiographie et de laboratoire. Et il faut un système central. Pour nous, c'est LabExpert qui peut mettre en place et obtenir les données. Donc, rapidement, je vais vous montrer un peu de démo de LabExpert. Donc, voilà quelques éléments sur LabExpert. Vous pouvez voir les différents équipements qui sont disponibles, qui sont déjà connectés sur LabExpert. Nous avons GenExpert, TrueNAT, Affinion, X-Ray et le rayon X. Et donc, tous les résultats peuvent venir de différents équipements. Et voici ensuite l'affichage qu'on peut voir. Vous pouvez voir tous les appareils connectés,
tous les endroits, tous les sites. Donc, vous pouvez voir en temps réel tant qu'il y a une connexion Internet ou s'il n'y a pas de connexion Internet ou s'il y a un problème ou peut-être que vous voulez le connecter, mais ce n'est pas un souci. Le résultat sera mis en place dès que la connexion Internet reviendra. Ici, il y a les scores des patients individuels. Le système peut vous montrer donc tous les détails en fonction des symptômes et des informations. Et cela vous aide également à avoir un peu tous les systèmes disponibles. Et l'autre chose, c'est que si vous êtes l'administrateur ou que vous avez un rôle central ou une permission centrale, vous pouvez alors avoir accès à tous les systèmes disponibles, localisés dans les différents endroits. En disant, OK, ça c'est de tel hôpital, ça c'est de tel endroit, OK, ça a été fait ça. Ça c'est du système central, ça c'est d'autres choses. Et cela démarre l'endroit dont nous parlions un petit peu plus tôt, parce que maintenant nous pouvons obtenir cette donnée de manière visible, simple, et voir où est-ce que ça vient d'où, et on peut suivre donc différents systèmes. L'autre chose que nous pouvons voir, c'est également avoir les images disponibles. Et ce que nous avons vu maintenant, c'est que nous pouvons avoir un système de management où une fois par exemple par trimestre, on peut prendre des outils ou des images qui sont disponibles sur Cat4TB, on les envoie à différents radiographes qui ont accès au système, qui analysent donc et mettent à jour les services. Donc cela peut fonctionner en fait en tant que système de multi-management. Chaque mois ou chaque trimestre, eh bien cela peut être fait. Ils analysent ainsi les différentes images, mais choisissent également cela. Et si vous avez peut-être d'autres cas, des images qui sont mises en place, peut-être que vous avez des personnes qui peuvent analyser ce système, on voit. On peut s'assurer que ces radiographes aient accès au système. Nous avons ici un radiographe qui est dans la ville peut-être et qui peut avoir accès au système, lui, et analyser et renvoyer les résultats avant qu'il n'y ait d'autres complications. D'après les différentes images. Ensuite, comme je l'ai dit, donc vous pouvez avoir quelqu'un qui enregistre, on peut voir d'où viennent les différents sites, on peut voir le site, combien a-t-il fait de dépistage, le score moyen, le score supérieur, ceux qui n'ont pas eu qui ont eu un score négatif. Une autre chose également, c'est que lorsque nous avons commencé à rassembler des données, on a compris que c'est là où nous pouvons également maintenant comprendre comment l'équipement est utilisé. Parce que lorsque vous voyez sur la première diapo, vous avez vu les résultats, on voit -1 certains résultats. Et ça, c'est quand ces images ne sont pas disponibles, mais que le radiographe les envoie à travers Cat4TB. Donc, elles sont analysées avec l'IA. Donc, également, le système vous permet de reconnaître ces images qui sont capturées, qui ne sont pas des images, mais qui ont été envoyées pour l'analyse IA. Là, maintenant, c'est la dernière partie qui est le cœur de notre intégration. Maintenant, pour chaque patient, nous pouvons vous montrer donc les scores CAO, mais également nous pouvons ajouter à cela les résultats du laboratoire. Le laboratoire où a été fait l'analyse, les dates du rayon X, les dates donc de GenExpert. Donc cela, en cette image, vous pouvez avoir beaucoup d'informations disponibles. Maintenant, si vous voulez avoir accès aux cliniciens qui ont demandé ce test, vous pouvez avoir donc le dépistage et le résultat laboratoire en un seul endroit. Et ensuite, nous pouvons voir au cas où le système est utilisé dans une communauté qui est éloignée, on peut prendre un résultat
d'un laboratoire et l'amener sur un site. Par exemple, si vous avez, OK, voilà, ça c'est, vous allez dans la communauté et ils peuvent envoyer donc ces résultats. Ils n'ont pas besoin de différents comptes pour passer d'un laboratoire à l'autre. En regardant juste en un seul endroit unique, un seul compte unique, ils peuvent obtenir les résultats de différents laboratoires. Et ils peuvent les résumer. Et ensuite, la dernière partie, on regarde quel est le rayon X. Et là, on peut ensuite avoir un résultat, savoir ça prend combien de temps du dépistage à avoir les résultats du laboratoire. Donc ici, cette page a beaucoup d'informations qu'on peut analyser dans le système, ou alors si vous voulez le télécharger, le prendre en Excel, faire ce tableau, on a cette analyse disponible. Donc là, c'est ce dont je parlais. Si vous voulez regarder un peu les différentes analyses, aux différents types de tableaux de bord qu'on peut analyser de cela. Donc ça, c'est la dernière partie que je voulais partager. Puisque nous avons déjà parlé de l'IA, je voulais souligner également que nous avons mis en place l'IA dans LabExpert. Dans le futur, nous voulons ajouter les rayons X digitaux en termes de maintenance là-dedans. Donc cet équipement a souvent des problèmes et on sait lorsqu'ils ont des problèmes et le processus alors de réparer prend beaucoup de temps. Donc nous avons construit un modèle IA qui peut analyser les problèmes qu'il y a de ces machines et qui peut nous montrer eh bien, 2 mois avant qu'il y aura peut-être un problème et qu'on peut commencer le problème de maintenance auparavant. Donc, puisque nous parlons de l'IA, c'est une partie importante. Et puisque la maintenance de ces éléments est importante, c'est quelque chose auquel nous pouvons penser. Merci beaucoup. Et ça sera ma dernière diapo. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, voilà mon email. Vous pouvez continuer à me contacter. Et merci beaucoup à Delft d'avoir organisé cela. Merci, Monsieur Julius. C'était très intéressant sur la connectivité. C'est un sujet très important. Et je pense que ta présentation aujourd'hui a aidé beaucoup de personnes à comprendre comment ils peuvent utiliser cela pour fortifier leur système de santé. Maintenant, je voudrais présenter Monsieur Dr Jean-Pierre, qui est un expert en surveillance épidémiologique de la tuberculose au ministère de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévention dans la République démocratique du Congo. Avant qu'il ne commence sa présentation, notez à tous nos participants donc qu'il présentera la présentation d'aujourd'hui en français. Donc, nous demandons à tous nos orateurs anglais de cliquer sur l'interprétation anglaise pour écouter, à moins bien sûr que vous connaissiez le français. Et dans ce cas-là, pas de souci, écoutez-le en français. Docteur Jean-Pierre, à vous. OK. Merci beaucoup, Katiaini, et bonjour à tous les participants à cette conférence pour les partages d'expériences. Et pour ce qui concerne la RDC, nous allons partager avec vous cette expérience dans l'implémentation de la radio digitale avec intelligence artificielle que nous avons menée en RDC pendant 1 année et demie avec l'appui de Stop TB. Next slide, please. Next. OK, donc nous avons les plans de présentation avec les 5 points qui sont là, qu'on va essayer de donner les détails dans les diapos qui suivent. Next.
En guise d'introduction, nous tenons seulement à vous signaler que la République démocratique du Congo fait partie des 10 pays qui ont la plus forte charge des cas de tuberculose, de la co-infection tuberculose VIH et de la tuberculose pharmacorésistante, avec une incidence qui était estimée par l'OMS à 317 pour 100 000 habitants. Et nous avons un pays à peu près de 80 millions d'habitants, ce qui fait qu'on attend chaque année à peu près 314 000 cas de tuberculose. Et en 2021, le pays a pu notifier 246 000 cas de TB pharmacosensibles avec 1600 cas à peu près de tuberculose pharmacorésistante. Donc, en termes de notification, on se retrouve pratiquement à 78% des notifications partant de cette estimation et qu'il y a encore un gap. Donc, ce gap est là si nous voulons aller vers l'objectif de l'élimination de la tuberculose comme problème de santé publique. Donc, on va s'atteler à réduire ou à supprimer ces gaps, d'où il faut des approches et des outils innovants pour nous aider à réduire ces gaps. Next slide. Ouais, pour y arriver, donc, le pays a bénéficié de l'appui de Stop TB avec le financement de l'USAID pour aider les pays à aller vers cette élimination de la tuberculose en mettant en œuvre le projet qu'on avait appelé INTP, Introducing New Tool Project. Et ce projet était financé par l'USAID. Il avait comme finalité d'aider les personnes présumées de la tuberculose à avoir accès à un diagnostic rapide, à une détection rapide en utilisant, pour ce qui concerne la détection, la radiographie digitale avec intelligence artificielle. Et ceux-là qui avaient des radiographies pathologiques devaient faire leurs tests de confirmation. Et cela permettait à ce que cette population soit prise en charge le plus rapidement possible. Nous savons tous que la radiographie refait surface aujourd'hui. Il y a quelques années, nous avons mis cet outil pratiquement au frigo. On ne l'utilisait presque plus. Maintenant, l'outil est là pour nous aider à être beaucoup plus efficients dans l'utilisation des tests de confirmation. Et au niveau du programme national de lutte contre la tuberculose, ce service de radiographie est en train d'être mis en place et qui n'est pas encore assez bien structuré. Et le programme recourt à un consultant, appelé un assistant technique, qui l'aide dans la mise en place de cet outil et dans son utilisation. Next slide. Donc, le pays a reçu pratiquement 8 appareils de radiographie et ces 8 appareils ont été placés dans 8 zones de santé, ou près dans 8 zones de santé sur les 519 zones de santé que compte le pays. Et nous avons choisi les sites qui étaient soit un hôpital au niveau de cette zone de santé ou alors un centre de santé de référence. Et dans notre pré-évaluation des sites, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même 4 formations sanitaires qui avaient déjà un service de radiologie, ce qui a facilité un peu les choses. Et un autre critère de sélection que nous avons pris, puisque c'est un projet qu'on avait commencé, c'était la fréquentation de la structure, que la structure soit fréquentée pour nous permettre d'apprécier l'utilisation de notre appareil de radiographie digitale. Diapo suivant. Next. OK. Voilà la carte de la RDC et
les projets a été placé. Là, vous avez des étoiles en rouge. Donc, c'était dans la ville de Kinshasa. Nous avons la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental, la ville de Kolwezi dans la province de Lualaba et la ville de Lubumbashi dans la province de Haut-Katanga. Donc, ce sont ces 4 provinces qui ont bénéficié de cet appui de Stop TB dans le canal de Delphes sur les 26 provinces que compte le pays. Diapo. Qu'est-ce qu'on a mené comme intervention ou activité? La première, c'est la formation. Donc, c'était une formation centralisée. On a identifié les 8 prestataires dans les 4 provinces que nous venons de citer dans les diapos passés. Et la formation a eu lieu à Kinshasa pendant 3 jours où on a appris à ces prestataires comment monter cet appareil de radiographie et comment l'utiliser. Puisque l'appareil venait en pièces détachées, il fallait le monter et son utilisation, c'est cette démonstration qui a été faite pendant 3 jours à la satisfaction des participants présents. Donc, cette formation a été organisée par l'équipe de Delphes, ce qu'il y avait un technicien de radiologie, un informaticien, un ingénieur biomédical et le fait que tout était en anglais, donc localement, on a recruté 2 traducteurs qui nous aidaient à faire cette interprétation de l'anglais en français pour la compréhension de nos prestataires. Après cette formation, il fallait procéder à l'installation de ces machines. Donc, la formation a eu lieu au mois de mars 2022 et on a organisé des missions pour aller installer ces machines dans les 8 provinces. Et avant cette installation, il y a une évaluation de ces formations sanitaires qui devaient recevoir ces appareils de radiographie. Et cette pré-évaluation a consisté beaucoup plus à savoir d'abord l'espace, puisqu'il nous fallait à peu près 4 mètres carrés, un espace acceptable pour placer cet appareil de radio digitale, mais aussi assurer la protection de la population environnante contre les irradiations et voir la possibilité des sources d'énergie. Donc, sur les 8, 7 machines ont été installées sans difficulté et étaient opérationnelles à partir du mois de juillet 2022. Et un appareil n'était pas fonctionnel pour un problème de défaut de fabrication que Delphes a pu remplacer une année après pour avoir les 8 fonctionnels. Une autre activité qui a été faite après la formation, l'installation, il fallait songer à la maintenance. Mais au moins, les prestataires ont été formés pour ce qui concerne la maintenance préventive. On leur a appris comment protéger l'équipement, comment éviter à ce que l'équipement soit rempli de poussière. Donc, il y avait cette maintenance que les prestataires étaient en train de faire. Et en cas de panne et en cas de difficulté, donc c'était la maintenance curative qui se faisait avec l'assistance de l'équipe de Delphes et leur partenaire local ici qui était Essor Équipement. Et cette assistance se faisait si les prestataires au niveau de Delphes étaient disponibles. Donc, il fallait ouvrir un ticket, prendre rendez-vous et à distance avoir les orientations des techniciens de Delphes pour réparer les pannes éventuelles qui pourraient survenir. Next slide. Et ces prestataires qui ont été formés pendant la mise en œuvre de ces radiographies digitales, ils ont eu à bénéficier d'un soutien. Le plus grand soutien, c'était l'équipe de Stop TB avec qui
on a beaucoup plus échangé sur les algorithmes à mettre en place, comment les utiliser. Nous avons notre assistant technique des radiographies qui a accompagné au jour le jour tous ces prestataires qui ont été formés. Et Essor Équipement, qui est un partenaire local qui a participé à la formation, et toutes les autres maintenances qui ont suivi, ils ont apporté leur contribution pour beaucoup plus d'appropriation et la compréhension auprès des prestataires sur le terrain. Et nous avions eu effectivement avec StopTB des réunions trimestrielles pour échanger sur les différentes difficultés rencontrées et faire des propositions, des solutions. Et enfin, c'était les rapportages. Donc, en menant des activités, il fallait rapporter des données. On sait que toutes ces données étaient contenues dans l'ordinateur qui a été livré avec l'appareil, mais compte tenu du niveau de compréhension de nos prestataires sur le terrain, j'ai dit dans les dias précédents qu'il y avait 4 services de radio qui étaient fonctionnels, mais les prestataires sont d'un certain âge. Les 4 nouveaux sites sont des jeunes, ont la facilité d'apprendre l'outil informatique, mais avec les personnes d'un certain âge, on a mis encore sur place des outils papier, c'est-à-dire un registre, pour les aider à collecter l'information et à faciliter les rapportages à la fin du trimestre. Next slide. Qu'est-ce que nous avons eu comme résultat dans la mise en œuvre de ce projet? Donc, nous avons les 6 premiers mois de 2022 qui étaient les mois d'essai d'apprentissage. Et au cours de ces 6 mois, donc à peu près plus de 5300 radiographies ont été réalisées. Et parmi ces radiographies, il y avait 1900 à peu près qui avaient un score supérieur à 40, c'est-à-dire probable à ce que ces personnes avaient la tuberculose. Et 1300, on a eu à demander les tests de confirmation. Et parmi ces 1300, à peu près 377, c'était des cas de TB bactériologiquement confirmés. Et quand vous les voyez à côté, les cas de TB cliniques avaient pris l'ascenseur. C'était la petite difficulté ou les défis qu'on a constatés pendant ce premier semestre. Et partant de cela, nous avons rectifié les tirs et réajusté les directives et les instructions pour qu'en 2023, on arrive à améliorer les difficultés que nous avons pu rencontrer en 2022. Et en 2023, c'était presque 9500 cas de radio qui ont été faits et 3900 avec un score supérieur à 40, 2965 chez qui on a demandé les tests de confirmation et 1227 qui avaient des cas de TB bactériologiquement confirmés. Si on regarde pendant ces 2 années, tout mis ensemble, donc on a pu avoir à peu près 2700 cas de tuberculose qui ont été notifiés grâce à cet outil. Donc, on constaterait effectivement que tous n'ont pas pu bénéficier des tests de confirmation. Donc, certains pourront dire que c'est un problème des gens qui venaient en dehors des structures qui faisaient des appareils de radiographie. Les gens ont appris et ils sont venus en masse pour commencer à faire leur radiographie. Et en plus, après, pour les tests de confirmation, c'était soit un appareil GeneXpert ou un appareil TrueNAT, alors que le nombre de tests qu'on pouvait faire avec les TrueNAT, c'était de 10 à 12. Si on a déjà plus de 40 cas positifs et que les gens ne pouvaient pas trop attendre, donc il y avait ce temps mort que les gens, parfois, n'arrivaient pas à rentrer au niveau des structures. Next slide, please. Next. OK. Quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées? Bon, nous pouvons dire pratiquement 5 et à chaque difficulté, on a eu à proposer des solutions d'amendement. La première, c'était d'abord la surface, l'espace. On a dit 4 mètres, mais dans des structures où il y avait déjà des appareils de radiographie.
Maître 2, l'espace était devenu réduit, c'est qu'il fallait trouver une autre salle pour travailler dans de bonnes conditions. Une autre difficulté, c'est la formation de ces prestataires. On a constaté pratiquement c'est un prestataire que nous avons eu à former au niveau de On a formé un prestataire au niveau de chaque site. Et l'effet de former un, ce n'était pas assez pour permettre effectivement à ces prestataires de travailler correctement. Et il y avait ce problème de la compétence sur l'utilisation de l'outil informatique que nous avons essayé de résoudre sur terrain en renforçant la capacité des techniciens, des radiologies ou des prestataires d'un certain âge. Donc, dans les 2 années, ils se sont bien comportés et ils ont commencé à faire leur travail comme il se doit. L'autre difficulté, c'est le problème de langue, les plus aînés, les plus âgés. L'anglais, ce n'est pas la langue officielle, mais l'effort a été fait avec les consultants en radiologie pour traduire certains documents en français et accompagner les prestataires en utilisant le français comme langue de travail. Et cela a été fait. Une équipe a été mise en place pour assurer leur accompagnement. Nous avons travaillé avec un score de 40. C'est un score que le pays a utilisé puisqu'il y avait une étude avant que nous puissions recevoir les 8 appareils RX. On avait un projet pour arriver à rechercher tous les cas manquants lors de la détection. On a voulu ratisser large, avoir un grand nombre de personnes présumées de la tuberculose, ainsi que le score de 40 a été utilisé. Et nous pensons qu'après ces 18 mois de travail, il y a nécessité d'analyser les données et de réajuster ces scores pour éviter de tomber dans des cas que nous avons eu, des cas de TB cliniquement diagnostiqués. Et le dernier défi, c'est les coûts. Les projets, tout étant gratuit. Dans la suite, il faut qu'on arrive à voir qu'est-ce qui doit être fait pour permettre un fonctionnement normal. Et nous pensons que tout cela pourrait être intégré dans les plans stratégiques du programme qui veut effectivement utiliser des appareils de radiographie et tous ces coûts de fonctionnement pourraient être mis là-bas et voir comment est-ce qu'on pourrait arriver à financer cela. Next slide. Quelles sont les leçons apprises? Première leçon, c'est ce lien entre l'appareil de radio et les tests de confirmation. Le fait de les avoir les deux, ça a aidé à ce que nous puissions arriver à confirmer des cas de TB, beaucoup plus quand on faisait la recherche active. Cet appareil a aidé aussi dans la stratégie mobile, quand on a eu à faire la campagne dans une des prisons de Kassapa à Lubumbashi. On a pu ramener l'appareil, bien que c'est dit que c'est un appareil ultra portable, c'est-à-dire d'être facile à transporter, mais il a fallu quand même avoir un véhicule, donc ce n'était pas facile de mettre cet appareil sur le dos, peut-être c'est un petit mémoire, mais on a su transporter ça et démonter, remonter pour l'utiliser au niveau de la radiographie, au niveau de la prison. Les consultants à aider, c'est cet accompagnement au jour le jour. Pour les adultes, il n'y avait pas de problème. Pour les enfants, on sait effectivement que cet appareil n'était pas, les scores ne pourraient pas être appliqués auprès des enfants. Et chaque fois qu'ils faisaient leur cliché pour les enfants, ils les envoyaient auprès de l'assistant technique pour faire l'interprétation. Et des difficultés de fonctionnement des appareils qui ont entraîné dans certaines structures un arrêt de travail, puisque parfois les scores ne pourraient pas être affichés, il y avait le problème du chargeur de détecteur, et tout cela avec Delph Link, on a essayé de trouver une solution
avec leur appui. Next slide. En conclusion, c'est dit effectivement que cet outil de la radiographie digitale a aidé les programmes à améliorer ses performances. Je venais de vous le dire, il y a 2700 cas de TB que nous avons pu dépister dans les 4 provinces en utilisant cette radio digitale en lien avec les tests moléculaires. Ces équipements sont faciles à installer. Donc, après la formation, les techniciens avaient la facilité de les rassembler, de les installer et de les utiliser sans trop de difficultés, surtout la deuxième année. Les premières difficultés, c'était au début, mais avec l'accompagnement, je pense que ce sont des outils faciles à utiliser. Et ces liens RX et tests moléculaires est vraiment très bénéfique au niveau de nos formations sanitaires. Next slide. Qu'est-ce qu'on compte avec ces résultats que nous avons eus et qu'est-ce que nous prévoyons pour les prochaines étapes? On vient de le dire que les scores doivent être revus. On a les données, on va analyser avec les consultants et l'appui des DELF, Stop TB, voir comment est-ce qu'on peut ramener ces scores à 50 voire 60 au vu des données que nous avons au niveau des sites. Et ça nous permettrait de relire beaucoup plus tous ces cas de TB cliniquement diagnostiqués. Pour arriver à réduire les temps de réparation avec le temps, si on a un parc d'appareils RX des DELF assez important, c'est d'avoir un dépôt de tous ces petits matériels, chargeurs, connecteurs, et que si il y a une panne, qu'on ait la facilité de les redéployer sur terrain. C'est à voir avec l'équipe de DELF. Bon, il y a cette équipe à mettre en place pour appuyer les prestataires au niveau de la base. Je crois que l'assistant technique en radiographie y travaille. Quand la charge sera beaucoup plus importante avec beaucoup plus de machines, comment faire la répartition des provinces pour les accompagner et assurer l'interprétation de certains clichés à problème pour les enfants, jusqu'à ce que peut-être, bon, avec DELF et l'évolution de la science, on espère qu'on aura une intelligence artificielle aussi pour les clichés des enfants. Et après, c'est cette expansion. On a reçu 8 machines pour plus de 2500 formations sanitaires. Les résultats étant concluants, je crois qu'avec les financements du Fonds mondial GC7, vous pourrez voir comment augmenter ce nombre de machines dans les différentes formations de manière progressive. Next. Voilà. Merci pour votre attention. C'était un peu long, mais je pense que c'était nécessaire parce qu'on partage cela. Merci. Thank you, Dr. Jean-Pierre. Merci, Dr. Jean-Pierre. C'était vraiment une présentation très intéressante. Merci pour tout ce que vous avez pu partager. Maintenant, nous avons Dr. Sahil Siddiqui, qui est chef de pays Omnitech au Pakistan. Et aujourd'hui, il va parler des défis et des perspectives du déploiement au Pakistan. Mr. Siddiqui, the floor is yours. Monsieur Siddiqui, à vous. Thank you very much. Merci Hello beaucoup. everyone. Bonjour à tout le monde. I think just move the slide first. Alors, diapo suivante. Yeah. Hello everyone. Bonjour I'm à Sohail tout le monde. Siddiqui, as Je she suis already Sohail mentioned. Siddiqui, comme Katia m'a déjà I'd présenté. like to Je voudrais donc tell you about the challenges vous we parler un petit peu face des défis auxquels nous avons face implementation of this dans project l'implémentation et le déploiement de ce with projet. TP and Mercy Corp. Before going to this, Avant let d'y me aller, tell that we je vais DELF vous has dire been rapidement in 2022 and que nous avons été mis en place en 2022, que nous avons une très bonne relation avec, avec eux, avec Omnitech. Ils ont formé nos ingénieurs, ils nous ont donné la chance de pouvoir servir ici dans cette région.
2022 from Donc, 22, depuis 2022, 5 projects in the nous avons 5 projets pipeline. And one project disponibles. Et un des projets has been completed, a été mis en place, a été fini, et 5 still in projets implementation sont stage. encore en implémentation. Can you change the slide, please? Alors, diapo suivante. So, right now, 12 has been Actuellement, completed. Max has nous completed avons 4 12 projects, systèmes Mac avec 4 FortiBit qui ont été five installés. projects is in the pipeline. Et donc, Now, d'autres projets sont these encore en 5 cours. projects Ces is 5 from, projets encore en cours NTP in viennent de Pakistan and, NTP au Pakistan. Mexico. Et l'un, c'est de Mexico. So we are in the process of, Nous sommes donc dans le training and processus installation. de faire une formation et Presently, une even installation. right now, I'm in Et the actuellement, en fait, implementation of, nous sommes dans attending one of the l'implémentation training right now in et la formation pour un des I've endroits. just taken out the time to attend this. Et j'ai pris le temps donc de cette formation pour pouvoir faire partie de ce webinaire aujourd'hui. So right now, so we Actuellement are donc, as we have completed 12, comme nous avons now fini for the tout cela, remaining, Delph Lite is in the implementation stage. nous avons sommes dans l'implémentation de projet DevLite. As I've mentioned that the Comme je l'ai 12 mentionné, Delph Lite les 12 installed in DevLite ont été installés remote areas, dans différents endroits reculés which is au Pakistan, to the border of c'est-à-dire Afghanistan. proche de la frontière d'Ouzbékistan principalement. Therefore, there was a big challenges over there. Il y a eu donc des défis. We have arranged the centralized training. Nous avons organisé une formation centralisée sur le site Mac system. à travers les nouveaux systèmes Mac. From Ghana has been, Et des membres de Delft Imaging Ghana sont venus former les ingénieurs. our engineers. And after that, we have given them Et après cela, nous leur avons donné une formation centralisée aux participants. then it was a very good experience. Ça a été une très belle expérience We have, because these machines was going parce in que the ces remote machines areas where étaient dans des endroits très reculés about où ils ne connaissent pas digital X-ray system le système de radio X digital. in black and white, time. Ils So n'avaient que des plans en noir et blanc, etc. Donc c'était un peu un défi them a training. de les former. 3 days training, you have to teach each and Et pour les former, After the training, il faut parler à tout le monde. Et après la formation, il faut y aller, ensuite les former à nouveau. Parce que cette formation, c'est juste pour les introduire à quel produit est-ce que c'est, comment est-ce que ça va fonctionner. Parce que Cat4TB, à nouveau, c'est un défi pour eux parce qu'ils n'ont jamais utilisé ce type d'outils in their regions. dans leur région. So, the Delft team has Donc, l'équipe Delft a eu la collaboration very good training. pour leur donner une très belle formation. Because of that, we have implemented Et à cause de cela, nous avons pu implémenter nos 12 systèmes workingly. au Pakistan qui fonctionnent parfaitement bien en ce moment. So now come to this 12 Maintenant, system. Dans ces 12 systèmes, Lot of challenges. nous avons fait face à de grands défis. You can imagine that in third Vous pouvez world bien sûr imaginer que dans un pays du tiers-monde, au Pakistan, il y a beaucoup de défis, particulièrement dans les endroits reculés, where there is où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas d'électricité, d'eau. Les systèmes principaux ne sont pas disponibles. such a sophisticated machines Donc, there, nous investissons a lot of challenge, and it's one of et the nous faisons face à beaucoup de défis. because they were not used to of Parce que vous savez qu'ils ne sont pas utilisés à avoir ces salles. the lead is over there and they have to wear the lead apron and all those things. They're Ils just doivent avoir donc les tabliers protecteurs, etc. Donc, help of Delft. de manière initiale, avec Delft Team, nous leur avons donné Okay, we required such type of room. They have to OK, il vous prepare faut it. tel type de pièces, il faut les préparer ainsi pour les patients, TB patients will be screening. parce que les patients seront dépistés, donc ça devrait être un endroit particulier. We have
Donc, nous avons converti, vous pouvez voir dans les photos que ces endroits que nous avons convertis en très belles pièces qui sont disponibles pour les rayons X pour les patients qui souffrent de tuberculose. Et même s'il n'y a pas d'électricité, malgré tout, ils ont arrangé tout pour leur donner un soutien. Ensuite, le défi suivant, c'était le transport. Le NTP, le transport donc, était compliqué dans des endroits. Il n'y a pas de route. Donc, atteindre cet endroit, tous les systèmes et ensuite, c'était un défi. Mais je pense que NTB a tout pu gérer et les machines ont pu y arriver en bonnes conditions, il n'y a pas eu de problème. Ensuite, les autres défis, c'était la langue. Comme vous l'avez mentionné, comme je l'ai mentionné, c'est un pays du tiers-monde et il y a un manque d'éducation dans les institutions, particulièrement dans les endroits reculés, pas dans les villes, mais dans les endroits reculés. Il y a la barrière de la langue. Les gens parlent leur langue locale. Et dans la langue locale, il faut soutenir les personnes, enseigner les personnes, former les personnes pour qu'ils puissent utiliser cette machine parfaitement. Donc maintenant, ils l'utilisent. Et comme je l'ai mentionné, l'infrastructure n'était pas bonne. La communication est particulièrement dans ces endroits, la communication, c'est-à-dire l'Internet. Il n'y avait pas d'Internet. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'Internet. L'Internet qui soit mobile, ce n'est pas possible parce que les téléphones portables ne fonctionnent pas. C'est des endroits très reculés dans les collines. Donc, c'était un défi. Et comment est-ce qu'on les met en place? C'était un très grand défi. Mais maintenant, tout a pu être restauré et tout se passe bien. Et ensuite, nous avons la sécurité. Dans les endroits où les machines ont été installées, ces endroits sont près de la frontière d'Ouzbékistan. Et vous pouvez imaginer qu'il y a des militants, il y a des problèmes entre l'équipe les militants et l'armée du Pakistan. Et dans cela, il faut implémenter tous les éléments là-bas. Donc la sécurité est un problème pour nos ingénieurs. Mais nous avons pu tout gérer. Comme je l'ai mentionné, donc 5 formations ont pu être centralisées sur le site. Maintenant, nous sommes dans le processus d'implémenter 79 DevFlight et 440TB. Actuellement, nous leur donnons une formation. Nous leur donnerons une formation dans 5 districts. Nous avons sélectionné 5 districts et nous leur donnons 5 formations centralisées dans ces endroits. Donc, c'est disponible pour cette formation. Il y a à peu près plus de 100 personnes qui seront formées d'ici la fin de l'année. NTP et Mercy Corp se travaillent ensemble pour assurer le bon déroulement des formations et des installations. Et oui, j'ai des réunions. Je me suis réunie plusieurs fois avec Mercy Corp et NTP. Ils travaillent très fort. Et l'équipe est très utile et très efficace. Donc, nous avons une très bonne communication entre ces deux. Et nous travaillons dans cette région de manière parfaite pour que ces 79 machines fonctionnent. Ensuite, les personnes qui sont curieuses sur comment fonctionne 440TB et veulent savoir comment utiliser l'IA. Un manque d'éducation, comme je l'ai dit plus tôt, un manque d'ordinateurs et de toutes ces choses ne sont pas utilisés à avoir cela. Comment peuvent-ils utiliser donc l'IA?
Nous essayons de les former. Et même maintenant, nous leur donnons un soutien en ligne, etc., pour tout, pour que ces machines puissent fonctionner et que les patients puissent bénéficier de cela. Merci, merci beaucoup. Et avant de terminer, je dois dire que l'un des défis, c'était la différence de temps que j'ai oublié de mentionner, que vous savez, au Pakistan, la différence d'horaire, c'est 5 heures par rapport aux Pays-Bas, la même chose qu'en Afrique. Mais l'équipe de Ghana est toujours disponible parce que mon équipe ne peut pas travailler quand l'hôpital fonctionne. Donc, nous devons aller le soir ou la nuit pour travailler. Et à cette heure-là, parfois à minuit, lorsque les ingénieurs fonctionnent, eh bien, l'équipe de soutien du Ghana et des Pays-Bas travaille avec moi, même à minuit, même pendant les vacances. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Parce qu'une fois, une fois qu'on est en vacances et qu'on leur donne du soutien, on a également du soutien de notre équipe. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Thank you, Mr. Siddiqui. Merci, Monsieur Siddiqui. C'était très intéressant de voir comment vous avez soutenu nous et nos partenaires. Et l'un d'entre eux va présenter juste après vous pour l'installation et le déploiement des solutions. Maintenant, qui arrive pour présenter l'autre côté de cette installation ici. Nous avons notre partenaire estimé, Dr Adil Tahir, qui est directeur du programme de lutte contre la tuberculose à Mercy Corps Pakistan. Il va parler de l'utilisation de l'IA, particulièrement Cat4CB, pour la détection de la tuberculose, une expérience au Pakistan. Merci Katia, merci beaucoup. J'espère qu'on m'entend bien. Diapo suivante. Je vais présenter notre expérience d'utiliser Cat4CB pour la détection de tuberculose au Pakistan. Next slide, please. Yes. I just like to briefly. Je voudrais donc brièvement, celle d'avant. Rapidement, je voudrais vous mettre à jour et vous parler un petit peu de Mercy Corps. Mercy Corps, c'est une organisation internationale qui travaille dans 40 pays dans le monde. Et au Pakistan, Mercy Corps travaille depuis 1966. Dans le programme contre la tuberculose, Mercy Corps est le premier participant et partenaire depuis 2006. Donc, ça fait plus d'une décennie que nous travaillons dans des initiatives au Pakistan contre la tuberculose. Principalement, ces initiatives sont pour des secteurs privés. Si je parle de la prévalence de la tuberculose au Pakistan, malheureusement, le Pakistan est 5e dans les pays au fardeau par rapport à la tuberculose. Et le rapport donc de l'OMS. Should I continue? Yes. As per the last global TB report by WHO, au dernier rapport de l'OMS, il y avait 600 000 cas au Pakistan chaque année. Les programmes ont pu identifier 400 000 de ces cas. Donc, il y a encore des cas qui ne sont pas notifiés. Et ce sont les patients qui, principalement, ne sont pas conscients qu'il y a ces services contre la tuberculose ou des endroits qui ont des espaces, un accès limité. Nous essayons donc d'améliorer l'accès de ces patients qui n'ont pas accès à aucun service à travers la disponibilité des services de santé où nous allons directement nous les voir. L'impact principal de faire cela, c'est pour réduire la transmission de la tuberculose et réduire la morbidité et la mortalité. Comme je l'ai mentionné, ce que nous essayons de faire, c'est que nous donnons à la fois des services actifs et passifs aux patients qui souffrent de la tuberculose au Pakistan. Nous avons pris différents secteurs, des cliniques privées qui travaillent avec nous
dans 119 districts. Mais malgré tout, il y a encore des endroits où les patients n'ont pas accès à ces services. Donc, nous avons mis en place des trouvailles, nous avons mis en place des services pour trouver des cas. Nous avons plus de 40 camions avec les différents services donc, de rayon X avec Cat4TB qui vont dans les endroits qui sont loin des centres de santé. Vous pouvez voir dans cette diapo que nous couvrons 89 districts à travers cette intervention dans toutes les provinces de Pakistan. Et nous travaillons avec 6 partenaires pour les services donc, de tuberculose. Yes, please, next. Yeah. So how Cat4TB is Donc, comment helping est-ce que la technologie Cat4TB nous aide dans ce cas de trouver les patients qui souffrent encore de tuberculose? Cat4TB a permis de renforcer la détection de tuberculose lorsqu'on utilise donc le score. Nos docteurs qui sont sur place sont assez à l'aise et confiants d'utiliser ces différents outils pour les résultats et que l'outil est assez fiable en fait. J'expliquerai les résultats plus tard. Le diagnostic est rapide lorsque nous utilisons ces rayons X comme outil de détection. Il est utile parce qu'au Pakistan, nous ne pouvons pas former les radiologues pour travailler avec nous, donc ils peuvent ainsi lire rapidement les résultats à travers cette technologie. Les rayons X, les images donc, sont lues et un score est généré basé sur le score. Nous identifions si la personne souffre de tuberculose ou pas et nous les labellisons ainsi comme de manière correcte. So we are implementing these donc nous implémentons ces services à travers 40 camions mobiles. Ce sont des camionnettes mobiles rapides avec le système donc Cat4TB et ils auront bientôt GeneXpert sur le dépistage et le diagnostic des patients de la tuberculose, c'est possible, même dans des endroits reculés. Cela nous a permis d'identifier des patients qui ont la tuberculose de plus en plus. Je vous donne un exemple. Dans le dernier mois, nous avons conduit près de 600 rayons X rayons X pulmonaires. Donc, nous avons identifié à peu près 1500 patients souffrant de la tuberculose à travers cette intervention. Le camion va dans les différents endroits reculés. Nous avons 3 membres sur ce camion, un qui conduit, un qui est un GeneXpert et un autre, un technicien qui peut utiliser cette machine. Lorsque nous avons dans les endroits reculés, notre équipe de district est déjà présente sur le district et arrange donc un rayon X. Et ils ont à peu près une centaine de personnes qui sont présentes sur le site. Donc, nous les dépistons à travers ce système et à travers les différents outils. Nous avons donc ces tests disponibles à travers GeneXpert et ensuite le diagnostic est peut-être mis en place. Donc, comme on l'a mentionné, maintenant nous sommes dans le processus de mettre en place ces services à travers les 25 machines portables que nous sommes déjà achetées. Nous sommes dans le processus d'avoir d'autres techniciens pour ces machines portables. Et une fois que ces techniciens seront employés, nous voulons les former à travers le soutien de Delft, de Mercy Corps en mois de juin. Donc, lorsque ils seront formés, nous les déploierons dans les 25 districts du pays qui sont des districts à haut fardeau. Ces machines ainsi seront placées et utilisées dans les centres de santé ou dans les hôpitaux sélectionnés. Nous dépisterons les patients à travers les rayons X, mais nous
Prenons également ces machines dans les endroits qui ne sont pas accessibles à cause qui ne sont pas accessibles par camion à cause des routes très serrées. Donc nous les emmenons auprès des patients, particulièrement dans le contexte des patients pour la TB. Et à travers ces rayons X, si ils sont clairs, eh bien, nous leur donnons des services de traitement de la tuberculose. Nous essayons à travers cela également d'offrir des services à travers ces interventions. Diapo suivante. Next slide, please. Yes. Now I'd like to highlight the data. Je voudrais souligner les données que nous avons compilées donc du 21 juillet au décembre 2023. Dans ce tableau, nous voyons nous avons conduit 5910 rayons X. Nous avons fait plus de 155 000 personnes. De ces personnes, 155 000 personnes, nous avons trouvé que les personnes qui avaient des scores supérieurs à 60 étaient 24 000. Et il y en avait 131 000 qui avaient moins de 60 en score. Lorsque nous avons avoir un test de GeneXpert pour les personnes qui avaient plus de 60, nous avons trouvé 2000 cas. Donc le pourcentage de détection de la tuberculose avec CAD4TB, c'est 8,3% qui est assez haut comparé aux personnes qui avaient des scores de moins de 60. Et donc le rendement pour ces personnes qui avaient moins de 60 était 1,7. Donc pour l'information de l'audience, comme je l'ai mentionné, nous prenons un docteur avec nous pour ces rayons X et parfois basé sur les symptômes, même si of CAD4TB of the patient. But definitely, if alors the ça a score is coupé, high, mais c'est sûr que si le score est élevé, on peut voir que le rendement de la tuberculose est assez élevé. Alors ça coupe. a very cost-effective intervention. Yes, next slide. For the data of this year. Donc là, ce sont toutes les données de cette année. Yeah. So, Hello, Dr. Tahir. Are you Dr. there? Tahir, est-ce que vous êtes toujours là? I'm sorry to everyone who's yes, listening. Désolée. Yeah, oh, perfect. Thank you. I'm back. I think. Je suis de retour. Je crois que j'ai eu un problème de connexion. Okay, so Yeah, I was it's talking absolutely about the fine. You data can for this continue. year. Yeah, thank you. Thank you very much. We have conducted 645 camps from Nous January avons till eu donc 655 camps conduits. De janvier à mars, nous avons eu 32 000 personnes testées. À nouveau, nous avons trouvé que 3 472 personnes avaient un score supérieur à 60 have scored less than 60. et 28 000 avaient moins de 60. Lorsque nous avons fait le test génétique, nous avons trouvé 402 et le rendement est de 12%. Mais parmi ces patients où le score est inférieur à 60, nous avons trouvé 184 de cas détectés et le rendement est 0,7. Donc clairement, cela nous montre que CAD4TB nous aide à identifier beaucoup plus de patients pour la tuberculose et c'est très efficace par rapport au coût parce que nous utilisons les cas de tests génétiques pour les personnes qui ont un score élevé. Nous avons pu rencontrer donc 13 cas de tuberculose résistante aux médicaments. Voilà quels sont un peu des défis ensuite maintenant. Okay.
Les défis à travers cette intervention sont déjà peu nombreux, mais voilà ceux que nous avons. Les 440B nous aident beaucoup, ils sont utiles dans les endroits où nous avons des connexions Internet limitées. Mais si nous devons faire des résolutions de problèmes, alors nous avons besoin d'une connexion Internet. Donc nous avons des problèmes, particulièrement dans ces endroits où nous avons une connexion Internet limitée. Nous avons des problèmes logistiques à travers ces interventions qui ne sont pas directement liés à 440B, mais par rapport à la mobilité de notre équipe, de notre staff, pour nous emmener dans les différentes régions. C'est un défi, mais nous apprenons déjà d'essayer, en tout cas, de continuer ces interventions pendant les 3 prochaines années au moins. Et l'acceptation, bien sûr, dans la force de travail de la santé, ne veulent pas forcément se faire confiance à cette technologie, mais plutôt se fier à lire les images eux-mêmes. Mais avec le passage du temps, notre expérience pendant, disons à peu près les 5-6 ans à utiliser 440B, maintenant les docteurs sont beaucoup plus confiants à cette technologie. Ils préfèrent utiliser le score de diagnostic pour utiliser ensuite les tests génétiques. Donc voilà un petit peu le travail que nous faisons. Nous remercions Delft Imaging de nous avoir aidés dans ce programme et cette intervention. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis contente d'y répondre. Merci, Dr. Tahir. Je voudrais maintenant passer la main à mon collègue Florent pour la session questions-réponses. Merci beaucoup à tous nos orateurs à nouveau. Il nous reste à peu près 5 minutes pour une session questions-réponses. Pour ceux qui ne nous ont pas rejoints, nous répondons toujours à toutes les questions de toute façon, même si nous ne pouvons pas y répondre dans la session actuelle. Nous envoyons la page des questions-réponses par la suite avec les réponses. Donc, ne vous inquiétez pas, nous y répondrons. Je voulais donc sélectionner quelques questions parce que j'ai trouvé qu'elles étaient intéressantes et je vais commencer avec une question pour Dr. Adil. Et la question est, alors que je la retrouve, la question était de Adi Samjania. Dans ma région, beaucoup de radiologues rejettent la présence de la technologie IA pour donc les radios parce qu'ils pensent que la technologie va les remplacer. Est-ce que la même existence existe au Pakistan et comment est-ce qu'on gère cela alors? Alors, nous n'avons pas cette question, comme je l'ai mentionné, nous travaillons principalement avec des docteurs généraux qui ne sont pas très confiants dans la lecture donc d'une imagerie. Donc parfois, au tout début, ils ne pensaient pas que cette technologie était bonne, mais comme je l'ai mentionné, d'après les données, le rendement des données, nous avons pu les convaincre et maintenant ils sont très confiants en cela. Ce n'est pas une question, donc comme mentionné dans la question, on n'avait pas fait face à cette question en tout cas au Pakistan. Merci Dr. Adil. Une question également pour Dr. Jean-Pierre. Il y avait pas mal de questions dans le chat également. Quelqu'un qui demande comment est-ce qu'on regarde à la maintenance et au soutien pour s'assurer que le système peut être utilisé de manière importante pendant longtemps. Vous avez mentionné des éléments qui seraient utiles, comme avoir un entrepôt local sur le terrain. Est-ce qu'il y a d'autres éléments auxquels vous pouvez penser qui pourraient aider au Congo et dans l'implémentation? Oui, je pense qu'on a réfléchi à cette question beaucoup plus vers les derniers trimestres de l'année, puisque ça, c'est une dotation que nous avons reçue et que les examens qui ont été faits avec cette machine, c'était gratuit, beaucoup plus pour la radio du thorax, où il y a l'intelligence artificielle. Mais ces appareils peuvent faire les autres examens qui nécessitent l'interprétation du spécialiste en radiologie. Et ces autres examens sont payants. Et nous pensons qu'avec cet investissement-là, ces coûts pourraient servir pour payer les services de maintenance, puisqu'on a un partenaire local de Delft ici qui pourrait assurer cette maintenance.
Une autre possibilité, bon, nous l'avons dit, on intègre dans la demande de financement du Fonds mondial sous forme d'une subvention. Mais cette subvention aussi prendra fin. Je crois qu'avec le temps, pour que les autres examens seront payants, je pense qu'on pourrait arriver à assurer cette durabilité en dehors de la proposition qui a été faite d'avoir localement un dépôt pour tout ce petit matériel qu'on peut arriver à renouveler. Voilà. So thank you, Dr. Jean-Pierre. Merci, docteur Jean-Pierre. C'est très utile. Je pense également de notre côté, il est bien, comme docteur Jean-Pierre l'a mentionné, de voir comment soutenir financièrement cela après le projet. Et il y a un élément de est-ce qu'il y aura une subvention ou un fondement ou alors un financement national où il faut regarder peut-être des mesures pour financer certains de cette maintenance dans le pays, comme docteur Jean-Pierre vient de le mentionner. Je voudrais également souligner le fait que dans les pays qui sont un grand fardeau de la tuberculose, nous avons des personnes partout dans le monde qui sont présentes à ce webinaire et le défi au Pakistan, par exemple, sera différent de celui que j'ai vu que nous avons eu au Malawi. Ce que nous avons pu voir dans beaucoup de cas, c'est que si vous avez une connexion sur le terrain, par exemple, un peu de connexion 3G ou 4G, ou au moins une connexion par téléphone, cela aidera les partenaires locaux pour résoudre beaucoup des questions qui sont déjà présentes à distance. Mais la réalité, c'est également qu'il y a des endroits, certains endroits, et je pense que Dr Jean-Pierre fait également face à cela avec certains des sites, là-bas également, Sahil, lorsqu'ils ont certains des endroits où ils n'ont pas de connexion du tout. Il n'y a pas d'électricité dans certains des endroits où sont placés, pas de connexion de téléphone qui n'est peut-être pas là. Et également, le soutien alors devient un défi. Et donc, on peut voir que les temps de résolution de problèmes et d'évaluation deviennent beaucoup plus longs que si vous avez une connexion en 3G comme ce qu'on aurait sur son téléphone. On peut ainsi, par exemple, se connecter à distance de la station 440B et voir quel est le problème. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, de notre côté, avoir un petit peu d'une carte SIM, peut-être avec les équipes qui implémentent cela, pourrait être très utile parce que cela pourrait s'assurer que sur le terrain, nous pouvons également résoudre les problèmes assez rapidement. Alors, je dépasse déjà le temps, mais je voulais partager un petit peu plus certaines des questions, répondre à certaines des questions que nous pouvons répondre. Il y avait une question, est-ce qu'on peut utiliser 440B pour la détection de maladies autres que la tuberculose? Oui, 440B est spécialisé pour le dépistage de la tuberculose, mais nous avons également 4 pour la silicose, pour la détection de la silicose. Il y a une réunion actuellement, une réunion sur la détection, donc la fin de juillet là-dessus, sur la détection de la silicose en Afrique du Sud. Si vous y êtes présents, faites-nous le savoir. Et récemment, nous avons lancé 440B Aid, donc qui est un score pour les abnormalités, pour d'autres abnormalités présentes. C'est ce que nous voyons qui est présent et que nous espérons que ça sera présent également les autres mois. Mais nous sommes très occupés, donc on essaie de faire au mieux. Donc nous espérons que cette mise à jour sera possible. Par exemple, les personnes du Pakistan, notre équipe du Congo ici, par exemple. J'ai vu beaucoup de questions sur la radiation, la sécurité de la radiation. Je voulais les lier peut-être autant que possible. Avec DeafLight, nous avons donné nous avons donc mis en place un tablier disponible avec une bonne les différents guides pour donc les distances aquamètres, etc. On nous a demandé une liste où les pays ont été acceptés pour avoir cela, et je pourrais lister cela bien sûr dans le monde. Vous pouvez également voir
toutes les implémentations qui sont disponibles pour voir qu'est-ce qui a été implémenté, comment est-ce que ça a été abordé. Et vous pouvez voir tous les webinaires précédents également sur notre chaîne YouTube. Ils sont également sur notre site web. Donc, si vous venez par exemple de Malawi ou si vous travaillez avec AOM ou d'Ouganda, nous avons eu beaucoup d'orateurs dans les sessions précédentes qui sont enregistrés pour que vous puissiez les revoir. Désolée, mais je crois que je vais arrêter ici parce qu'on dépasse un petit peu déjà le temps. À nouveau, je veux souligner que nous répondrons à toutes les questions. Nous suivrons tout le monde, tous ceux qui se sont enregistrés à ce webinaire recevront l'enregistrement avec toutes les questions-réponses. Je veux remercier particulièrement nos orateurs aujourd'hui. Julius, merci pour votre présentation. Le travail est fait par l'NTLP au Ouganda et le travail sur LabExpert est vraiment révolutionnaire. Hein. Ce type de connexion, en tout cas, dans la plateforme de surveillance nationale, ça n'a pas encore été fait de cette manière, donc c'est très intéressant. J'apprécie beaucoup tous les retours de Dr Jean-Pierre. Merci, très belle présentation pour souligner vraiment les défis que l'implémentation présente. C'est quelque chose dont nous pouvons tous apprendre. Je veux remercier Sohil, notre partenaire en Pakistan, pour une présentation très réelle, très importante sur certains des défis auxquels vous faites face dans une implémentation comme cela, que ce soit des défis de connexion sur toutes les frontières, avec les militants, etc. On apprécie vraiment cela et Dr Adil Tahil pour vraiment l'expérience très profonde et complète que nous pouvons voir au Pakistan et votre volonté de partager cela avec nous. Merci à nouveau de nous avoir rejoints. Si vous ne savez pas encore, ces webinaires sont donc trimestriels, donc nous espérons vous revoir pour le prochain. Merci à tout le monde. Thank you. Take care. Bye bye. Merci à tous. Thank you. Take care. Bye.